merci Vincent, puis d'avoir l'occasion de participer aux travaux du comité et qui font suite à un rapport qui est vraiment exhaustif et excellent pour tenter de rajeunir la loi après 20 ans. Et la perspective que j'apporte aujourd'hui sur les difficultés d'arrimage entre la loi sur le cadre juridique des technologies de l'information et le Code civil est celle d'un plaideur, parce que les dispositions de la loi, qui souvent ont été reproduites textuellement dans le Code, se retrouvent dans le chapitre sur la preuve civile. Et donc, ce sont des difficultés de preuve, de recevabilité en preuve et de valeur probante des documents technologiques qui sont soulevés lorsqu'on tente d'arrimer les nouvelles notions qui ont été adoptées dans la loi et qu'on a voulu les incorporer dans le Code. Et le Code, bien sûr, qui a été renouvelé, on le sait, en 1994, le droit de la preuve s'est développé bien avant même 1994 et plusieurs des principes qu'on y retrouvait existaient dans le Code civil du Bas-Canada, avant ça dans le Code Napoléon et avant ça dans la coutume de Paris et les différentes coutumes qui avaient cours en France. Donc, nous arrivions avec une nouvelle loi qui atterrissait en quelque sorte dans un environnement très bien défini et analysé par les tribunaux et par la doctrine depuis littéralement des centaines d'années. Et il y a plusieurs difficultés qui ont été soulevées par cela, parce que dans la loi, on a vraiment pris une approche, disons, agressive pour tenter de faire évoluer le droit à la lumière des nouvelles technologies. Certaines difficultés, par exemple, c'est l'introduction de la notion de document technologique. Pourquoi? Parce que le document technologique dans la loi recouvre autant l'écrit que l'élément matériel de preuve. Alors qu'en droit de la preuve civile, et certainement dans le Code civil du Québec, ces deux moyens de preuve-là sont traités différemment, ont des règles qui leur sont propres, alors que le document technologique recouvre les deux. Alors, ce qui n'est pas sans causer différents problèmes, surtout que, comme l'a indiqué Vincent tout à l'heure, la plupart des dispositions ont été incorporées dans la section qui a trait à l'écrit, alors que le document technologique a une vocation plus large et se confond en grande partie avec ce qu'on pourrait appeler un fichier informatique dans le jargon normal. Bon, ça, c'est un des problèmes. Ensuite, on a introduit des nouvelles notions qui n'étaient pas connues jusque-là du droit de la preuve civile. Par exemple, une des plus importantes, la notion d'intégrité du document technologique qui est centrale à la valeur juridique, nous dit-on, et à la valeur probante d'un document technologique, par opposition, par exemple, à un document sur support papier. Et autant au niveau des concepts qu'au niveau de la légistique, de la façon dont cette notion-là a été incorporée dans le Code, toutes sortes de problèmes ont été soulevés. Je vais simplement en évoquer quelques-uns, en sachant évidemment que dans les 10 minutes qui me sont imparties, ce serait impossible d'identifier tous les problèmes d'arrimage de cette nouvelle notion-là dans le Code. Mais par exemple, alors, avant qu'on introduise la notion d'intégrité, il a toujours été bien admis en droit de la preuve civile, autant pour une preuve écrite que pour une preuve par présentation d'un élément matériel. Alors, par exemple, un enregistrement visuel, un enregistrement oral ou encore le dépôt d'un objet comme tel au dossier de la Cour, que avant même qu'un écrit ou un élément matériel puisse être admis en preuve, son authenticité doit d'abord être démontrée. C'est-à-dire que on ne peut pas, évidemment, comme plaideur ou comme partie, simplement arriver avec un écrit, déposer ça au dossier puis dire voilà, monsieur le juge, prenez-en connaissance. Il faut d'abord être satisfait que le document en question émane bien de celui à qui on l'attribue et qu'il n'a subi aucune altération depuis sa confection initiale. Alors, par exemple, si on parle d'un acte sous seing privé, d'un montant d'un acte d'achat de 30 000 $, mais que quelqu'un n'est pas venu modifier le chiffre pour le transformer en 8 et dire que ce serait un acte de 80 000 $, peu importe. Alors, cette preuve d'authenticité-là, et avec la preuve écrite, on ajoutait la preuve
la règle de la meilleure preuve, c'est-à-dire que la nécessité de produire l'original, le document papier lui-même qui a servi, par exemple pour un acte sous seing privé, à reconnaître le consentement des parties et à asseoir les modalités du contrat, et donc de le rendre disponible à l'inspection du tribunal et de la partie adverse. Et nous avions cette notion d'authenticité-là. Et là, atterrit là-dessus une notion d'intégrité qui, dans le Code, elle est prévue dans la loi sur le cadre juridique de l'information aux articles 5 et suivants. Dans le Code, on a mis ça au chapitre des écrits, encore une fois, à l'article 28-38. Et là, se pose donc la question, est-ce que l'intégrité dans le Code du document technologique remplace la notion d'authenticité? Est-ce qu'il s'agit d'une notion qui est parallèle? Est-ce que l'intégrité d'un document technologique n'est qu'un élément de l'authenticité, un élément qui aurait trait à la non-altération, par exemple, ce qui est soutenu par plusieurs? Ce sont des très belles questions, mais donner la réponse à ces questions-là est très difficile dans le cadre actuel parce qu'on a inventé ce nouveau concept-là qui a atterri dans un terreau où il était étranger. Deuxièmement, lorsqu'on a ajouté cette obligation-là de démontrer l'intégrité d'un document lorsqu'il s'agissait d'un document technologique, on a aussi prévu que, c'est à l'article 28-39 alinéa 2 par exemple, que si le support ou la technologie utilisée pour conserver un document technologique ou le communiquer ne permet pas d'affirmer ou de dénier son intégrité, ben alors le document en question peut servir comme témoignage ou élément matériel de preuve ou commencement de preuve. Mais évidemment, le témoignage, l'élément matériel de preuve et le commencement de preuve ne sont pas des espèces d'éléments de preuve de second ordre qui peuvent reposer sur un document dont on ignore si oui ou non son intégrité a été assurée. Alors, la recevabilité de l'élément de preuve est une chose, soit qu'il est recevable ou non. Après ça, les conséquences juridiques et la valeur probante qui en résulte, c'est une autre question. Et pour ne donner qu'un exemple, un commencement de preuve, ce n'est pas évidemment un document informe ou un bout de document. C'est un écrit, c'est dans la mesure où il repose sur un écrit. C'est un écrit authentique, déposé formellement au dossier de la Cour comme n'importe quel autre écrit, mais qui, plutôt que de constituer un acte sous seing privé lui-même, n'en contient que certains éléments que le tribunal peut ensuite, dont le tribunal peut déduire qu'un acte sous seing privé a par ailleurs été conclu. Bon, alors voilà, mais un élément, commencement de preuve ne veut pas dire que l'élément qui est déposé au dossier de la Cour ou l'écrit qui est déposé au dossier de la Cour est incomplet ou inauthentique ou n'est pas intègre. Alors, il y a une difficulté dans la façon dont ça a été codifié. Et finalement, comme le disait Vincent, au niveau de l'écrit, l'article 7 de la loi, qui est reproduit à l'article 2840, qui est la fameuse présomption d'intégrité, on a écrit là que on a approuvé l'intégrité du document que si la partie adverse a déjà démontré par prépondérance de preuve qu'il y avait eu atteinte à l'intégrité. Alors, si l'on veut, on présume, c'est le bon mot, qu'on voulait là établir une présomption simple d'intégrité, mais en réalité, le processus législatif qui a été adopté ne peut pas avoir de sens parce que une fois qu'on a démontré par prépondérance de preuve que l'intégrité du support d'un document a été atteinte, il est trop tard pour ensuite essayer de démontrer que le document est intègre malgré tout. Et si vous me permettez, sur ce point-là, simplement pour illustrer le propos, je citerai le précis de la preuve du professeur Ducharme, qui évidemment est un géant du droit de la preuve, dans sa 6e édition, lorsqu'il commente cette disposition-là, écrit, c'est très imagé, mais c'est bien dit, comment est-il concevable qu'une fois qu'il a été démontré qu'un document a été altéré, il soit possible de démontrer qu'il était inaltérable. C'est comme si une fois qu'un navire a coulé, on pouvait encore prouver qu'il était insubmersible, et je dois dire que je suis bien d'accord avec son point de vue. Alors ça, c'est une autre difficulté. Et finalement, lorsqu'on arrive à l'élément matériel de preuve, l'article 2855 du Code civil prévoit aussi clairement
que avant de pouvoir utiliser un objet, un enregistrement sonore ou un enregistrement visuel ou une vidéo devant le tribunal, il faut d'abord en démontrer l'authenticité, c'est-à-dire, encore une fois, qu'il émane bien de celui à qui on l'attribue et qu'il n'a pas été altéré depuis sa confection initiale. Et j'ajouterais que cette disposition-là, qui a été adoptée en 1994, mais qui était conforme au droit antérieur, était vraiment et d'une prudence tout à fait justifiée lorsqu'on sait, en 2021, qu'il est possible de produire, par exemple, vous me pardonnerez l'anglicisme, mais des deepfakes, alors c'est-à-dire des vidéos, des photographies qui altèrent les visages. Alors, la preuve préalable de l'authenticité du document, lorsqu'il s'agit de produire un élément matériel de preuve, est fondamentale. Or, on nous dit à cet article-là que la preuve préalable d'authenticité n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'un document technologique, à moins que ce soit un document dont il est impossible d'établir l'intégrité. C'est en quelque sorte attribuer un caractère d'authenticité à une vidéo quelconque ou à une photographie quelconque sur format numérique qui serait équivalente, comme nous dit le professeur Ducharme d'ailleurs, à l'authenticité d'un acte notarié. Alors, c'est une autre difficulté très importante. C'est très difficile d'arrimer le raisonnement ou la technique de légistique qui donne lieu à cette disposition-là dans le monde de la preuve tel qu'on le connaît, et ce n'est pas sans, je le soumets moi bien respectueusement, soulever des dangers importants. Alors, voyez donc sur la notion d'intégrité, qui est une des notions au niveau de la preuve dans la loi, qui est fondamentale à la recevabilité, à la valeur juridique et à la valeur probante d'un document technologique, qu'il s'agisse d'un écrit, qu'il s'agisse d'un élément matériel de preuve, soulève beaucoup de difficultés. La Cour d'appel s'y est attaquée avec succès, mais ça soulève encore beaucoup de problèmes et qui ne sont pas solubles à la simple lecture des textes. J'ajouterai en terminant, parce que j'en suis déjà à mon 10 minutes, il y a aussi les problèmes qui ont été soulevés, puis je sais que Maître Rivet, Amabilie Rivet va en discuter dans un instant, mais sur les copies et les extraits des documents. Et donc, vous savez que pendant des siècles, au-delà de l'original d'un écrit, il y avait des copies ou des extraits qui pouvaient en être tirés. Et la valeur probante de la copie ou d'un extrait soulève toutes sortes de questions, entre autres, selon la source de la personne qui a fait la copie ou l'extrait. Par exemple, un notaire qui fait une copie certifiée conforme ou un extrait certifié conforme d'un acte original qu'il conserve dans sa minute, cette copie ou cet extrait-là aura une valeur probante équivalente à celle de l'original pour ce qui est des tribunaux, en tout cas. Alors voilà. Et là, on a introduit dans la loi sur le cadre juridique des technologies de l'information, on a amendé le code en conséquence pour importer des nouvelles notions au-delà de la copie et de l'extrait. On parle maintenant d'une reproduction et sous la reproduction se décline la copie et ensuite les documents résultant d'un transfert. Puis j'ai entendu évidemment Vincent tout à l'heure, on peut voir une valeur à ces distinctions-là, à ces nuances-là, mais sauf que, encore une fois, ce sont des notions qui ont atterri dans un terreau qui était développé depuis des centaines d'années et qui s'articulait autour de la notion de copie et d'extrait. Et aussi des copies et des extraits qui peuvent tenir lieu d'original versus des copies ou des extraits qui sont produites dans un autre contexte. Alors voilà, c'est un autre exemple du difficile arrimage de la loi. Et étant donné les techniques légistiques qui ont été utilisées, c'est-à-dire que le code réfère à la loi, qui lui-même réfère parfois au code, il faut passer de l'un à l'autre pour essayer de faire un processus d'interprétation à chaque occasion qui rend le processus d'autant plus difficile. Alors voilà, donc au niveau de l'arrimage de la loi avec le Code civil et les principes tels qu'on les connaissait, c'est sûr qu'il y a toujours eu un défi parce qu'on essaie de faire évoluer le code vers les nouvelles technologies de l'information, les défis que ça pose. Mais au moment où on se parle, c'est sûr que avec les techniques légistiques qui ont été utilisées pour
accomplir cet arrimage-là, il y a de sérieux problèmes d'interprétation qui existent encore aujourd'hui. Voilà.